Bonjour, nous sommes le 7 juillet 2025 et nous allons entamer notre dernière conférence, la sixième, sur l'Empire français de 1804 à 1815. Nous allons parler des 100 jours, de le retour de Napoléon de l'île d'Elbe, et ensuite la bataille de Waterloo et Sainte-Hélène. D'abord, quelques mots sur cette fameuse charte constitutionnelle, parce qu'elle est éditée et pensée et écrite et diffusée aux Français en 1814. Donc, on est obligé d'en parler du vivant, enfin, tant que même si là, on n'est pas encore à la fin à l'exil de Napoléon. Comme son nom l'indique, la notion de charte, vous voyez, ça veut dire qu'on essaye de se mettre d'accord. C'est un document commun sur lequel on va essayer d'établir un consensus. C'est donc plutôt une partie plutôt douce, je dirais, une tentative d'apaisement politique. L'usage du nous va exprimer la volonté du roi et le roi va essayer de réunir les Français. Il dit le vœu le plus cher à notre cœur, donc il parle de lui, mais il parle du peuple français, c'est que tous les Français vivent en frères. Donc Louis XVIII part avec de très bonnes intentions. Il a été chambré un petit peu par Talleyrand qui lui a dit Sire, vous devez. Talleyrand a beaucoup œuvré pour que Louis XVIII accepte le principe d'une charte constitutionnelle et non pas d'une monarchie de droit divin, hein, c'est la grande différence. Et finalement, Talleyrand est arrivé à convaincre Louis XVIII que c'est lui qui avait raison et il a amené Louis XVIII à ses propres vues. C'est pour ça qu'on a une charte. Et pourquoi constitutionnelle? Parce que ça va être le cadre de la nouvelle constitution. Et cette charte, on va voir qu'elle s'inspire pas mal de la Déclaration des droits de l'homme de 89. En 89, il se passe deux choses importantes. En août, donc le 4 août, c'est la nuit du 4 août, c'est l'abolition des privilèges. Et le 27 août, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Alors il y a un débat là-dessus, on en a parlé avec Pierre l'autre fois. Hein. Moi, je trouve que c'est important de parler de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen parce que le citoyen, dans l'esprit républicain, c'est celui qui s'acquitte, ou celle qui s'acquitte de ses devoirs de citoyen. On a un comportement civique, on est des gens raisonnables, civilisés, solidaires, un peu on vit dans la société avec les charges que ça suppose. Et c'est une fois qu'on a un comportement de citoyen qu'on a le droit de réclamer les droits de l'homme. Vous voyez, c'est pas inconditionnel. Il y a une notion de devoir. On aurait pu dire Déclaration des droits et des devoirs de l'homme. On a préféré Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Bon, c'est important d'ajouter citoyen. Alors on retrouve les grands thèmes du début de la Révolution de 89. Hein. Les Français sont égaux devant la loi, liberté individuelle, liberté de religion, liberté d'opinion, c'est quand même très important. Donc c'est quand même important que ces libertés individuelles soient reconnues. En plus, il y a un régime parlementaire, puisque le principe du bicamérisme va être conservé, avec deux chambres. La Chambre des pairs qui remplace le Sénat et qui va être en quelque sorte la chambre qui va soutenir le pouvoir en place, comme le Sénat sous le consulat et même ensuite oui, sous le consulat et même sous l'Empire. Et la Chambre des députés, eux, ils viennent des départements et ils ont été élus à un suffrage indirect. Voilà. Donc un bicamérisme qui est quand même, par rapport à l'Ancien Régime, une évolution institutionnelle importante. Je passe sur les détails, vous les lirez, vous aurez le texte. Alors, tout de même, pour élire, pour voter, il fallait s'acquitter d'un impôt de 300 francs. À l'époque, il faut savoir qu'un ouvrier gagnait 2 francs par jour. Donc, un impôt de 300 francs, c'était 150 jours de travail. Donc, c'était les riches qui votaient. Grosso modo, c'était les riches. Alors oui, c'est ce qu'on appelle le régime censitaire. C'est le contribuable, celui qui paye l'impôt, et qui paie 300 francs d'impôt par an, qui a le droit de voter. Donc c'est un régime censitaire. Alors, le régime censitaire, on va en parler dans la Restauration. C'est important de s'arrêter un petit moment là-dessus. On va en parler dans la Restauration parce que des gens très bien, nous, ça nous paraît scandaleux. Comment les pauvres ne votent pas, bien entendu. Au XXIe siècle, ça nous paraît scandaleux. Mais il y avait quand même des arguments qui étaient... Pardon? Les femmes votaient aussi. Alors, non, non, oui, en plus, les femmes, ça c'est scandaleux. Le fait qu'il n'y ait déjà que les hommes. Mais c'est pas de ça
Ça, le vote des femmes, ça va arriver plus tard. Bien entendu, c'était que les hommes. Il y avait à peu près 9 millions d'hommes en âge de voter en France à l'époque, hein. On va voir les chiffres tout à l'heure. Mais en plus, sur le sens, certains penseurs bien intentionnés disaient, mais le peuple n'est pas capable de choisir ses représentants. À l'époque, il est trop. D'abord, il y avait beaucoup d'illettrés, il y avait beaucoup de manque d'instruction. Les cahiers de doléances avaient été rédigés par les curés parce que le peuple dictait, le peuple ne savait pas écrire. Donc, on pouvait imaginer que certaines politiques de l'époque bien intentionnées pensaient qu'en toute raison, il fallait qu'une élite des citoyens votent, qu'ensuite ça fabrique une élite et que cette élite représente l'intérêt de la nation. C'était ça l'idéal. Et on pouvait, enfin, certains défendaient le vote censitaire de cette manière-là. Bon, on peut l'entendre. D'autres, pas du tout. D'autres disaient c'est un scandale, les pauvres n'ont rien à. Voilà, il y a eu les deux aspects. On va y revenir tout à l'heure, notamment à propos de ce que ça représentait en termes de richesse, les 300 francs d'impôt. La justice émane du roi, le roi continue de représenter la justice. Bon, les juges sont nommés par le roi et sont inamovibles. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas faire pression sur eux. Voilà, on peut présenter les choses comme ça. Le code civil reste en vigueur. Ça, c'est très important. Parce que le code civil, c'est la directe conséquence de l'abolition des privilèges. Ça, c'est Napoléon qui l'a pensé et c'est Cambacérès qui l'a écrit. Le code civil, c'est la loi est la même pour tous. C'est la traduction directe de l'abolition des privilèges. Parce qu'avant, il y avait pas de code civil, il y avait le seigneur, et puis la justice était une justice pour les riches, si on peut parler ainsi. Le code civil met tout le monde à égalité. Et il reste en vigueur dans la Constitution de la Restauration. Donc c'est quand même intéressant. Alors, la noblesse ancienne va reprendre ses titres, la noblesse nouvelle va conserver les siens de titres, et donc il y aura une noblesse bonapartiste issue de l'Empire et une autre issue de la royauté, et le roi jure d'observer fidèlement la charte. La Constitution ne règle pas un problème grave, qui est, et on va en parler tout à l'heure, que va-t-on faire des biens nationaux qui ont été vendus à des bourgeois alors qu'ils appartenaient à des nobles qui avaient émigré? Parce que ces nobles maintenant sont de retour. Ils reviennent devant leur château, c'est plus leur château. Ils disent, mais attendez, on revient chez nous. Donc là, il y aura un conflit assez grave d'ailleurs qui va miner la restauration entre à qui doivent revenir les biens nationaux, à ceux qui les ont achetés ou à ceux qui en ont été chassés. Ça, c'est pas réglé c'est un problème qui n'est pas réglé par la charte. C'est Talleyrand qui l'a rédigé avec un groupe de 5 juristes, et on peut dire que c'est vraiment Talleyrand, le penseur de l'après-Napoléon, c'est Talleyrand, hein. C'est lui qui conçoit en quelque sorte la restauration. J'ai interrogé ChatGPT pour savoir combien 300 francs représenteraient aujourd'hui en euros. D'après eux, c'est entre 10 et 13 000 euros. Donc il fallait payer un impôt individuel équivalent à entre 10 et 13 000 euros annuels pour avoir le droit de voter. Donc, je sais pas s'il y en a beaucoup parmi nous qui pourraient voter. Moi, je paie 8 000 euros. Donc, voilà. En tant que célibataire, je suis choyé. Euh, Bien, et alors, effectivement, tout à l'heure, Marie-Claude nous parlait des femmes qui ne votaient pas, donc ce sont les hommes qui votent. Il y a en France, alors en France, on a à peu près 50% d'hommes et de femmes. On est à 49,5, 50,5. Les hommes de plus de 25 ans sont entre 8 et 9 millions. Donc, comme il y avait 90 000 électeurs, hein, avec ce sens-là, on avait à peu près 1% de la population masculine qui votait. C'est-à-dire 90 000 sur 9 millions. Voilà. Voilà. Ça, c'était pour être électeur. Maintenant, pour être élu, alors là, il fallait payer 1 000 francs par an. C'est-à-dire en euros, donc ça multiplie par 3, donc 30 ou 30 000 euros. Voilà. Et donc, ça concernait les grandes fortunes foncières et commerciales. C'est pour ça que je dis que la société balsacienne s'annonce à la fin de la Révolution et à la fin de l'Empire, parce qu'on a ce culte de l'argent qui fait que les grandes fortunes vont maintenant la grande bourgeoisie va remplacer la noblesse, quoi. Alors, les électeurs de ces 1% désignent des collèges électoraux départementaux qui, à leur tour, élisent des députés en leur sein. Donc, c'est très indirect. Et c'est ce qui fait qu'on a des députés qui sont issus finalement d'une fraction réduite du nombre d'électeurs. C'est très indirect. Et ça ressemble beaucoup à ce qu'avait établi le consulat. C'est-à-dire que finalement, alors, pas Louis XVIII, parce que c'est pas lui qui l'a pensé, mais Talleyrand s'inspire complètement de ce qu'avait fait Cambacérès.
10 ans avant pour le consulat, hein. On est dans le même état d'esprit. Et même, on revient, on va le voir tout à l'heure, cette charte constitutionnelle, c'est le retour à l'esprit de 89. Et rappelez-vous, pendant la Révolution, avant la fuite du roi, il y avait une constitution qu'on avait appelée Constitution de 1791 qui a failli être appliquée. Et quand le roi a fui à Varennes, évidemment, ça a mis une deuxième révolution et ça a annulé la Constitution de 91. Mais grosso modo, on peut dire qu'on y revient. 91-1814, ça fait combien d'années? 23 ans. On revient presque 23 ans en arrière. Alors la population française, votant ou non votant dans sa globalité, ne veut absolument pas d'un retour à l'ancien régime. Donc là, on leur explique que c'est pas le retour à l'ancien régime. C'est pour ça que Talleyrand avait compris qu'il fallait une charte constitutionnelle. Moyennant quoi il l'accepte. Alors, il regrette la grandeur de l'Empire, parce que c'est vrai que les Français aimaient ce panache napoléonien, ces victoires, etc. Mais ils souhaitaient également un régime qui accorderait plus de liberté. Donc, ils sont un petit peu dans l'expectative. Voyons ce que ça va donner. Et alors, les propriétaires des biens nationaux, c'est-à-dire les bourgeois qui ont acheté les châteaux et les propriétés, sont rassurés par la déclaration de Saint-Ouen. On l'avait vu la dernière fois, ça du 2 mai 1814. Alors, le 2 mai 1814, c'est 2 jours avant le départ de Napoléon à l'île d'Elbe. Donc, Napoléon est encore là, mais bon, il est sur le départ. Et pour être intronisé comme nouveau roi de France, Louis XVIII avait accepté sur les conseils de Talleyrand, hein, de faire une déclaration dans laquelle il disait notamment qu'il ne remettrait pas en question la propriété de ceux qui avaient acheté les biens nationaux. Sinon, ça mettait une deuxième révolution. Voilà. Donc les propriétaires, finalement, sont rassurés, mais ça va mécontenter les nobles. Ce premier gouvernement de Louis XVIII, bon, est dirigé par Talleyrand. Talleyrand, c'est le grand homme, la politique de... Louis XVIII a compris qu'il fallait laisser faire Talleyrand. Talleyrand à l'oreille des Anglais. Il est très très bien avec Castlereagh, qui est le premier ministre anglais. Talleyrand est entendu. Ses qualités politiques et intellectuelles sont appréciées. C'est l'homme qui dirige le gouvernement de la Restauration. Euh, Ce mot restauration n'est pas un mot pris au hasard. On peut penser que c'est un mot qui est accepté par tous parce qu'il est un petit peu flou. Alors déjà, c'est pas la révolution, c'est pas l'empire, c'est pas la réaction. Vous voyez, la restauration, c'est plus doux. Chacun y met un peu ce qu'on veut dedans et finalement, le mot passe partout. Et toujours aujourd'hui, la restauration, c'est un mot qui sonne d'une manière un peu douce finalement aux oreilles. C'est une période apaisée, de retour à l'ordre. Je parle pas de la restauration. Alors, il y a deux autres restaurations, c'est le bâtiment et la restauration culinaire, hein. Là, on parle de la restauration politique. Voilà. Ce gouvernement est marqué par une volonté de conciliation. C'est l'esprit même, hein, de la charte. Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord est président du Conseil des ministres. Il est aux affaires étrangères, lui, et alors les ministères, c'est la guerre, la marine, les colonies, l'intérieur, la justice, les finances, et la maison du roi. Mais ça, c'était pour la partie intendance, voilà. Ce qu'il faut retenir de cette période, c'est que finalement, après la fureur de la Révolution et la démesure de l'Empire, on revient à une situation de 89, où on avait l'abolition des privilèges le 4 août et la déclaration des droits de l'homme le 27 août. On revient à l'esprit de 90 où, rappelez-vous, on avait fêté on avait eu la fête de la Fédération le 14 juillet, qui était l'anniversaire de la prise de la Bastille, mais c'était la fête de la Fédération, où le roi avait été applaudi par la foule. Le 14 juillet 90. Faut s'en souvenir de ça. Il y avait 500 000 personnes sur le champ de Mars, hein, l'esplanade du champ de Mars. Fête de la Fédération, c'était un moment important où tout le monde pensait que la révolution était terminée. Ça y est. Le roi avait accepté, tout allait bien en 90, hein. Et quand le roi fuit à Varennes l'année suivante, en 91, ça met par terre tout ce consensus. Et 91, c'est la constitution du 14 septembre. Alors, 14 septembre était déjà parti, le roi, hein. Mais elle a été proposée le 14 septembre 91 et bien entendu, elle a été immédiatement refusée et elle est devenue obsolète puisque le roi a été déchu de ses droits, hein, puisqu'on demandait la déchéance du roi et donc la Constitution ne pouvait plus fonctionner. Voilà. Parce qu'elle supposait que le roi reste en place. Donc, de 1814, on revient à l'esprit des 3 premières années de la Révolution française. On peut dire que ça aurait pu continuer plutôt bien, mais les choses ne vont pas en rester là parce que Louis XVIII va quand même accumuler des fautes politiques et des fautes symboliques, on dirait aujourd'hui des fautes de communication, euh,
dans différentes décisions qu'il a prises. Déjà, euh, que penser de Napoléon? Bon, l'opinion est divisée sur Napoléon. Beaucoup de Français parlent de l'ogre de Corse pour désigner l'empereur déchu. Il n'y a pas que des bonapartistes, il y a aussi des courants populaires anti-bonapartistes. Il y a des républicains, il y a des royalistes, et puis il y en a qui considèrent que Napoléon, c'était la guerre, c'était combien d'enfants, de fils de famille sont partis à la guerre et morts au champ de bataille. Donc bon, les familles avaient envie de paix, quoi. Le peuple de France voit avec soulagement que la guerre s'éloigne. D'autres, en revanche, ben, les soldats déchus qui se sont retrouvés euh, pratiquement mis au chômage, hein, puisqu'on les a mis en demi-solde à un moment donné, vont évidemment regretter la nostalgie de l'Empire et de la grandeur de l'Empire. Euh, alors, des erreurs quand même vont se dresser à nouveau et vont affaiblir la royauté. Déjà, les émigrés, je l'ai déjà dit, réclament le retour dans leurs propriétés. Et évidemment, les bourgeois qui les ont achetés ne sont pas d'accord. Donc ça, c'est un conflit quand même qui perturbe la vie dans les provinces. Euh, Ces émigrés, souvent intraitables, les plus ultras, parlent déjà de représailles, et donc ça inquiète l'opinion publique. Que vont-ils faire, hein? C'est des mots comme ça qui sont clivants, comme on dit aujourd'hui, hein, des mots qui inquiètent. Les nobles et le clergé deviennent parfois arrogants. Certains prêtres refusent les sacrements à ceux qui sont censés avoir soutenu la révolution. Il y a un climat de revanche quelque part qui perturbe beaucoup le climat politique. 12 000 officiers, donc des militaires qui ont été jugés favorables à Napoléon, sont mis à demi-solde, et donc ils deviennent des adversaires acharnés du nouveau régime. Ça, c'est pas très malin d'avoir fait ça, parce que c'était fait pour qu'en fait, ils soutiennent le retour de l'empereur. Les ultras, qu'on va bientôt, on les appelle pas encore les ultras, mais ça va venir, vont se regrouper autour du frère, alors je disais Charles X, c'est le duc d'Artois, qui va devenir Charles X à la mort de Louis XVIII, parce que Louis XVIII n'a pas d'enfant, n'a pas de successeur. Il s'entendait très mal avec sa femme. D'ailleurs, elle est décédée en 1810 et il n'en a pas repris une autre. Il n'a pas de descendant. C'est ce qui va provoquer l'arrivée du duc d'Artois, donc de Charles X, parce que sinon c'est son fils qui aurait succédé au roi, hein, en 1824, et ça va créer une deuxième révolution. C'est ainsi que Louis XVIII, après 23 ans d'exil, lui, en fait, il revient, on a le sentiment qu'il ignore que la France a changé. Il croit que ça va un petit peu continuer comme avant, donc il accumule les fautes, des fautes symboliques. Il remplace le drapeau tricolore par le drapeau blanc. À quoi ça servait? Ça, c'était bête. Et donc, ça contrarie tous les Français. Il rétablit les gardes suisses aux Tuileries, et ça, c'est une mesure très, très impopulaire. D'abord, les gardes suisses avaient été massacrés. Rappelez-vous, quand les Tuileries ont été attaquées, de mémoire, c'était en août 92. On avait massacré les gardes suisses. Donc, les ramener, c'était pas un bon symbole. Il commet des fautes. Résultat, l'année 1814 se passe, les Français découvrent, et en 1815, au début 1815, la colère gronde en France, les passions révolutionnaires se réveillent, Fouché songe désormais, Fouché, il anticipe toujours d'un coup, à faire remplacer Louis XVIII par la branche cadette du duc d'Orléans. Et en fait, c'est 1830 qui lui donnera raison. Je crois que Fouché sera mort d'ici là, mais il pense déjà à remplacer Louis XVIII, Fouché. Il voit assez loin. Et les régiments commencent à se mutiner. Donc ça se passe mal au niveau de la situation intérieure de la France. À l'extérieur, c'est réglé, puisque les Prussiens, les Autrichiens, les Russes, c'est bon, ils ont récupéré l'Europe, donc il n'y a pas de menace, hein. C'est vraiment des problèmes intérieurs. Alors, que se passe-t-il en dehors de la France? Eh bien, à Vienne, merci Jérôme, à Vienne, c'est le congrès de Vienne qui va durer un an, de septembre 1814. Donc là, en septembre, rappelez-vous toujours, hein, l'île d'Elbe, c'est mai 1814. Donc septembre, Napoléon est à l'île d'Elbe. En juin 1815, et là, juin 1815, c'est le retour de Napoléon. Donc ça dure un an, le congrès de Vienne. Là, on a tous les dirigeants d'Europe, les souverains, mais aussi les ministres des Affaires étrangères, les généraux, enfin les chefs de l'armée, qui sont réunis et qui essayent de réorganiser l'Europe en fonction de nouvelles normes, de nouveaux repères. D'une part, les désirs des grandes puissances, parce que la Russie, la Prusse, l'Autriche ont des exigences territoriales, et également un principe de nationalité qui commence à émerger en Europe,
on a vu que au niveau des États allemands, quand Napoléon a fait la Confédération du Rhin, qui va devenir la Confédération germanique, il faut tenir compte des sentiments nationaux liés notamment à la langue. Il y a donc une identité allemande en Europe et une identité autrichienne qui est plus floue parce que l'Autriche, c'est une mosaïque de petites communautés d'Europe centrale. Les Italiens, ça va venir, c'est pas encore, on n'y est pas encore, mais l'unité italienne viendra dans quelques dizaines d'années plus tard. Le sentiment de nationalité commence à émerger. C'est à partir de là qu'on va essayer de rééquilibrer l'Europe, mais ça va pas se faire facilement parce que les grandes puissances vont taper du poing sur la table pour obtenir ce qu'elles veulent. Alors un comité des fêtes, ça c'est rigolo, hein, ça rappelle la mairie du coin là, organise dans ce congrès des festivités fastueuses, des dîners, des réceptions, des bals. C'est l'époque des grands bals de Vienne, hein, les valses de Vienne, etc. Des bals masqués, des concerts, et on apprend même que Beethoven a dirigé en personne sa propre septième symphonie dans le grand orchestre philharmonique de Vienne. Donc c'est quand même un congrès festif et prestigieux au niveau de tous les dignitaires qui sont là. C'est la plus grande manifestation de dignitaires européens de l'histoire. Je crois qu'il n'y a pas eu d'équivalent. Moi, en tout cas, je n'en connais pas. Donc, le congrès de Vienne, c'est là où il y avait absolument tout le monde. Alors, détail important, le congrès de Vienne n'est pas une instance démocratique, hein. Il ne siège pas en séance plénière, il n'y a pas de vote, hein. Les grandes puissances négocient tout en catimini, et quand elles se sont mises d'accord, elles disent voilà, c'est comme ça. On a décidé ça. Et les petits États apprennent et disent bon, ben très bien, c'est la loi du plus fort. C'est quand même un conciliabule entre grands ministres des Affaires étrangères et souverains. Euh, il y a un acte final qui va être, mais plus tard, à la fin, qui va être rédigé le 9 juin 1815, qui va redéfinir les nouvelles frontières, et ce sera 9 jours avant Waterloo, parce que Waterloo, ce qui arrive là, c'est le 18 juin 1815. Donc le Congrès a terminé son travail 9 jours avant Waterloo. Alors là, on a un tableau de ce congrès de Vienne. Bon, moi j'ai trouvé ça sur Internet, mais je n'ai pas trouvé l'identité des personnes. Quelles ont été les décisions? Bon, pour l'Autriche, alors tout à l'heure on va voir la carte, hein, parce qu'elle est ici la carte, donc on va un petit peu regarder. Pour l'Autriche, Metternich récupère le Tyrol, qui lui avait été pris hein, évidemment par Napoléon, le Tyrol avait été associé à la Bavière au-dessus. Il récupère les provinces illyriennes, la Vénétie, la Lombardie, Parme et Toscane. Et la Toscane, toute la partie ouest de l'Autriche va être récupérée. La carte est édifiante. L'Autriche est en vert ici. Toute la partie hachurée en jaune, là, c'est ce que l'Autriche récupère grâce au congrès de Vienne. Vous voyez, le Tyrol est ici. Là, on a la Vénétie, la Lombardie, le duché de Parme. D'ailleurs, rappelez-vous, c'est Marie-Louise qui va être duchesse de Parme, je crois, c'est la fille de l'empereur François Ier. Et là, la Toscane. Donc, c'est une belle. Et puis ici, les provinces illyriennes, qui étaient françaises, hein, que Napoléon avait associées à l'Empire. En Angleterre, Castelrig, lui, veut surtout une puissance coloniale. Il n'a aucune prétention en Europe, hein. Il veut les îles, donc Malte, les îles Ioniennes, les Antilles, la Guyane, Ceylan, pour mettre des bateaux et pour faire du commerce, la liberté des mers et du commerce. Les Anglais, c'est leur puissance, ils reviennent à leurs fondamentaux. Alors pour la Russie, peut-être que Nesselrode est ici. Le traité de Tilsit avait enlevé la Finlande à la Suède pour la donner à la Russie. Et donc Nesselrode obtient que la Russie conserve la Finlande, ce qui explique que 150 ans plus tard, les Finlandais avaient toujours très peur des Russes. Parce que ça va ressurgir avec l'Union soviétique, ces histoires, ces convoitises sur les États scandinaves ou même les États baltes. Donc voilà, là, la Finlande était déjà l'objet d'un partage entre la Russie ou la Suède. Le Grand-Duché de Varsovie est également une grande partie récupérée par la Russie. Vous voyez, il est diminué, c'est le royaume de Pologne, mais maintenant il est en jaune là. Donc la Russie, hop, a avalé ici le royaume de Pologne. Et la Russie a obtenu plus bas la Bessarabie pour faire un État tampon par rapport à l'Empire ottoman. La Russie consolide ses frontières ouest, hein, aussi bien au centre, aux dépens de la Pologne, et nord. Hein. Ils ont la Finlande au nord, j'aurais pu la mettre sur la carte, la Pologne au centre et la Bessarabie au sud. Voilà ce qu'obtient Nesselrode au congrès de Vienne. Alors on arrive à la Prusse.
Ah, c'est plus compliqué. Le ministre s'appelle Hardenberg. Et la Prusse voulait se réunifier parce que souvenez-vous, il y avait deux Prusses. Là, j'ai marqué trois fois Prusse parce que ici en jaune va être créé par le Congrès de Vienne ce qu'on a appelé la Confédération germanique. Je vais y venir tout à l'heure, donc j'en parle pas maintenant. Et donc, dans la Prusse orientale, il y a une partie de la Prusse orientale qui est, je dirais, dans l'Allemagne et qui est dans la Confédération germanique, et une autre qui est à l'extérieur. Donc, j'ai marqué deux fois Prusse. Mais là, c'est quand même le même pays, vous voyez. En fait, il y a une Prusse orientale ici et une Prusse rhénane qui est beaucoup plus à l'ouest. Le ministre Hardenberg voulait réunifier la Prusse, il ne l'a pas obtenu, il reste un petit territoire allemand ici qui n'est pas prussien et qui sépare les deux. Bon, c'est pas très logique, mais on en a l'explication. Je vais la donner tout à l'heure. Alors là, il obtient quand même ce ministre des Affaires étrangères des territoires à l'ouest, donc en compensation, Rhénanie, Westphalie, Grand-Duché de Berg, Poméranie suédoise, ils sont ici là. Rhénanie et là c'est le Grand-Duché de Berg. Alors j'ai mis en abrégé, hein. Sinon on voit que des noms, on comprend rien. Donc BE ici c'est Berg, vous voyez. Là vous avez toutes les abréviations, hein. Voilà. BE c'est Berg, RH c'est Rhénanie. Rhénanie c'est le long du Rhin tout simplement. Et alors la Poméranie suédoise, elle est ici là. C'est un petit bout d'Europe là qui en fait. Alors là, je connais pas l'histoire en détail. C'est un tout petit bout de territoire qui était à la Suède et qui finalement à la Poméranie, bon, qui est rattaché à la Prusse ici. Mais ce qui est intéressant, c'est d'analyser pourquoi on n'accorde pas plus à la Prusse. En fait, Metternich, qui est un grand penseur, a compris déjà, je dirais 50 ans avant, que la Prusse peut devenir le grand État puissant d'Europe centrale. Que cette puissance-là peut s'exercer aux dépens de l'Autriche, qui, elle, qui va devenir l'Empire austro-hongrois, revendique la puissance européenne. L'Autriche veut être la grande bénéficiaire européenne des guerres napoléoniennes. Et donc, elle se méfie de la Prusse tout en lui accordant quelques concessions, mais sans que la Prusse devienne trop puissante. Voilà pourquoi a été créée la Confédération germanique. C'est pour prendre des États allemands, les réunir, mais sans qu'ils soient prussiens. Vous voyez, ils font quand même une différence entre l'Allemagne et la Prusse. Parce que la Prusse, dans les États allemands, c'est l'État le plus puissant. Ensuite, on a la Bavière, le Wittenberg, le Baden, tout ça. C'est des petits États qui n'ont aucune représentativité militaire ou politique. Donc, ce sont des petites principautés. Le royaume de Piémont-Sardaigne est entièrement rétabli et donc il s'agrandit à la Ligurie. Ça, c'est très important parce que l'unité italienne va partir du royaume de Piémont-Sardaigne. Il y aura un très bon roi, Victor Emmanuel III, je crois, qui va missionner Garibaldi pour aller reconquérir l'Italie. Ça part du royaume de Piémont-Sardaigne. Alors, Piémont-Sardaigne, bon, il y a la Corse au milieu qui est française, mais ils ont le sud, enfin le nord de la Ligurie, là, et de la Savoie jusqu'à Nice. La Ligurie, ils l'ont en plus, là, grâce au Congrès de Vienne, ils ont en plus la ville de Gênes, en fait, hein, voilà. Et la Sardaigne, bon, ça, ils la gardent. Ils sont contents parce qu'ils reviennent à la situation un petit peu antérieure, avec la Ligurie en plus. Mais ça jouera un rôle important pour l'unité italienne qui va arriver en 1748. Donc on n'est pas loin, là, hein. On est en 1815. Non, j'ai 1700, non, 1848. Donc on est, je suis pas très bon calcul mental, mais 30 ans avant, quoi. Alors la Suisse redevient la Confédération helvétique avec des grands cantons comme Bâle, Genève, Neuchâtel, et il passe de 19 à 22 cantons, et son statut de neutralité est garanti. Donc là, depuis, ça va pas changer. La Belgique va disparaître, elle va être englobée dans les Pays-Bas. Le Danemark, alors allié malchanceux de Napoléon, est obligé de céder la Norvège à la Suède. Ici, le Danemark, la Norvège qui est ici est rattachée à la Suède qui est à l'intérieur. Quant à la France, elle est représentée par Talleyrand, qui s'efforce de faire limiter les pertes territoriales et de permettre un retour à la France des frontières de 1790. Alors on perd quand même la Belgique, ben oui, on l'avait acquise après, la Rhénanie, Bâle, Genève, Duché de Savoie, le comté de Nice et le Piémont. Donc la France
Voilà, elle est ici. Bon, bon, à part un peu la partie ici, la Belgique, c'est pratiquement normal, puisqu'elle était déjà, elle était française sous Clovis, mais ça remonte, parce que Clovis venait de là, hein. C'était un Belge, hein, au départ. Mais bon, sinon, voilà, Bâle et Genève, ça paraît logique aussi. Bon, voilà. Puis il y a la Savoie et Nice qui sont rabotés sur le sud-est. Voilà les conséquences du congrès de Vienne et la nouvelle géographie de l'Europe. Donc les choses auraient pu en rester là, si ce n'est que Napoléon n'est pas d'accord pour rester à l'île d'Elbe. Il décide de revenir et de débarquer secrètement à Golfe-Juan. Alors, que se passe-t-il à l'île d'Elbe? Napoléon, au départ, il avait des velléités de réorganisation, il voulait faire des routes et tout. Et puis, il se tenait quand même bien informé de la situation en France. Il apprend que Louis XVIII est un roi impopulaire. Bon, il apprend que ça va pas du tout, qu'il est faible, maladroit, qu'il est dominé par la frange ultra donc de sa famille, hein, puisque c'est le duc d'Artois, c'est son petit frère, et qu'ils veulent rétablir l'ancien régime. Donc il se dit, Louis XVIII, ça va pas durer longtemps. En plus, Louis XVIII commet l'erreur de ne pas verser les 2 millions de francs de rente qui avaient été décidés, c'était le traité, pardon. Le traité de Fontainebleau, bravo. Traité de Fontainebleau, ah oui, c'est marqué dessous. Traité de Fontainebleau, voilà. Ça avait été décidé et c'était Alexandre Ier qui avait dit faut donner quelque chose à Napoléon. Et Louis XVIII ne verse pas la rente. Napoléon se retrouve, enfin, oui, c'est encore Napoléon, se retrouve avec quand même, il a un millier de personnes autour de lui qu'il ne peut pas payer. C'est gênant comme situation et ça va pas favoriser son maintien à l'île d'Elbe. Alors, il y a des rumeurs qui arrivent depuis le congrès de Vienne. Certains coalisés disent ouvertement à Vienne, mais Napoléon, il faut l'exiler beaucoup plus loin, c'est un danger à l'île d'Elbe, faut aller plus loin, il faut le mettre dans l'Atlantique. Et donc ces rumeurs arrivent à Napoléon. Il s'inquiète, ils vont m'attraper. Si j'attends trop longtemps, ils vont venir et ils vont m'exiler. Il a envie de passer à l'action un peu plus vite. Il apprend que, bien entendu, les soldats et les officiers, dans leur grande majorité, le regrettent, regrettent le temps de l'empereur, et que le peuple de France regrette le petit caporal. L'expression arrive à ce moment-là. Et donc, il se sent des ailes pour dire, si je reviens, tout le monde va venir m'applaudir, m'acclamer, quoi. Il suffit de faire le pas. Il se sent, bien entendu, humilié parce que la précarité financière, c'est une humiliation. Il comprend que le temps joue contre lui, il se dit si j'attends trop, je vais être exilé. Donc, à son habitude, il anticipe, il a toujours fait ça, Napoléon, il a toujours pris un coup d'avance, c'est un attaquant. Il va provoquer son retour sur la France. Ce qui le retenait, c'était la peur de la marine anglaise, parce qu'il n'y a pas d'anglais à l'île d'Elbe, mais ils sont au large. Et ils tournent, ils le surveillent. Et les Anglais en mer sont très dangereux, donc il était quand même inquiet de ce que la flotte anglaise puisse l'intercepter. Finalement, il a cette phrase qui restera dans l'histoire, l'aigle volera de clocher en clocher jusqu'au tour de Notre-Dame. Et vous voyez que dans cette phrase, la référence religieuse reste importante. Pourtant, Napoléon, c'est pas un religieux. C'est l'homme du Concordat, et après, il a fait emprisonner le pape. Mais de clocher en clocher jusqu'au tour de Notre-Dame, c'est le symbole de la France. Voilà. On reste dans la symbolique chrétienne. C'est pour ça que je dis souvent que certes, mais qu'on soit croyant ou non, la symbolique chrétienne est très importante. En France et dans d'autres pays d'Europe, en Italie, en Espagne, bien entendu. Mais voilà, il faut avoir. Et Napoléon, voilà, utilise la symbolique chrétienne pour exprimer son retour. Et je fais une parenthèse, parce que je m'amuse là des coïncidences de l'histoire, je livre à votre réflexion. Rappelez-vous en 1981 l'affiche de François Mitterrand. Qu'est-ce qu'il y a derrière François Mitterrand? Un clocher. Un clocher. Clocher. Un clocher. Donc les grands penseurs, notamment Napoléon Mitterrand, pensaient la France, hein, savent que enfin au moins jusqu'à cette époque-là, que le symbole c'était quand même que le clocher, ça représentait quand même quelque chose de fort en France. Voilà, c'est comme on dit, mettre au centre du village, quoi. Et, Napoléon était déjà dans cette logique, hein. Bien. Alors, il prend la décision de revenir. Donc, il s'organise, il a 1100 vétérans autour de lui, il affrète 6 petits bateaux, mis sur l'effet de surprise, comme toujours, hein, il décide de partir. Alors, au début, il dit qu'il part pour un exercice, et secrètement, il prend la direction il quitte l'île d'Elbe avec 6 petits bateaux, un soir à 19 heures, pas loin avant la nuit, et puis ils s'éloignent, comme ça, ils font du cabotage. L'île d'Elbe est ici, là, hein.
entre la Corse et la Toscane. Donc ils vont longer la côte ici, vous voyez. Ils vont essayer d'éviter, ça a duré 3 jours, hein. Ils vont éviter quand même, parce que le risque c'est de tomber sur la flotte anglaise, hein. Ouais. Donc là c'est un coup de poker, ils vont l'éviter, ils vont y arriver et ils vont débarquer ici. Alors pas à Nice, hein, mais entre Cannes et Antibes à Golfe-Juan. C'est exactement entre Cannes et Antibes. Pour les habitués de la Côte d'Azur, vous connaissez très bien. Alors après 3 jours, il arrive le mercredi 1er mars. Il débarque à Golfe-Juan. Il prend très vite la route des Alpes. À mon avis, il avait étudié son plan, hein, pour monter vers Grasse et puis ensuite Digne, Gap, Grenoble. Grenoble est à 315 km et ça va devenir la fameuse route Napoléon que je vous ai remise ici. C'est une carte postale de l'époque, vous voyez. Enfin, et moi, c'est marrant parce que c'est un souvenir d'enfance. Quand mes parents, revenant d'Algérie en 65-66, on faisait à Marseille avec la voiture, on débarquait la voiture, ils montaient en Haute-Savoie parce que mes grands-mères avaient un chalet en Haute-Savoie. Mon père voulait prendre la route Napoléon parce que ça leur plaisait. Ma mère était institutrice, elle connaissait très bien cette histoire. C'est une très belle route, elle est un peu sinueuse, mais bon. Ce qui veut dire que les Français des années 50-60, la route Napoléon, ça représentait quelque chose. C'était quand même culturellement, voilà. Et c'était charmant de cette idée de l'empereur qui revenait, le peuple français. Moi, à travers mes parents, j'ai compris à quel point Napoléon était populaire. Dans l'imagerie française, hein, je parle, dans le souvenir, voilà. Euh, donc alors là, cette carte, alors elle est un peu faite à l'envers parce que Cannes est ici. Il commence pas loin de Cannes, Castellane, Digne, Gap, voilà, Lac du Sauté, et puis il arrive à Grenoble. Chateaubriand va parler de l'épopée de 20 jours parce que ça va durer. La montée jusqu'à Paris va prendre 20 jours, hein, à Napoléon. Donc l'épopée de 20 jours. Napoléon, en fait, organise ce qu'on a qualifié de fulgurante campagne de communication parce que il se fait passer pour la liberté qui est de retour. Il distribue des tracts, des affiches aux Français où il est marqué Français, mon retour parmi vous, c'est le retour de la liberté. Et les Français crient vive l'empereur parce que vous voyez, c'est communicatif, quoi. C'est voilà, ils savaient communiquer. Les autorités, partout où ils traversent les villages, les autorités s'enfuient. Ils n'essayent même pas de s'opposer. Et les villageois accourent. Et les paysans viennent voir. Et les anciens soldats rejoignent les rangs de ceux qui marchent. Et la troupe grossit comme ça. Ils sont partis à Golfe-Juan, ils étaient 1000. Et à Grenoble, ils sont 6000 déjà. Ça commence à faire 6000. Vous voyez, à l'époque, c'était quand même pas mal. Le bouche à oreille et transforme l'aventure en légende. Voilà. Alors là, si vous lisez Max Gallo, il y a des pages enthousiastes, hein, sur le retour de Napoléon. Voilà. Et Napoléon est accueilli comme un sauveur. Alors que, objectivement, c'était lui qui avait quand même amené la guerre en Europe. Voilà. Il y a un paradoxe. Et c'est comme ça. Voilà. Il y a un paradoxe. Alors, en revanche, ce qui inquiète Napoléon, c'est que sur son passage, il entend abat les nobles, abat les prêtres. Et lui, il ne veut pas, il n'est pas jacobin. Napoléon est anti-jacobin. Et d'ailleurs, il a été en prison. Il a été libéré au moment de la convention thermidorienne. Il est consterné par la résurgence de l'esprit jacobin. Il ne veut pas, dit-il, être à la tête d'une jacquerie. Il fait bien attention de dire qu'il ne vient pas pour abattre les nobles et les prêtres. C'est pas du tout son problème, hein. Voilà. Donc là, il fait très attention. Il arrive à Lyon le 10 mars. Les soldats qui protègent la ville finalement fraternisent avec la foule et ils finissent par escorter l'empereur. La ville en liesse, à Lyon, acclame l'empereur. Lyon, c'est une grande ville quand même. Donc là, ça commence à être très sérieux. Et les drapeaux tricolores interdits par Louis XVIII réapparaissent aux fenêtres. Il fallait surtout pas abolir le drapeau tricolore, voilà. Napoléon reste 3 jours dans la capitale des Gaules, hein, à Lyon, et il prépare son arrivée à Paris. Et il promet au peuple, alors là c'est important, il promet au peuple une monarchie libérale. Napoléon a compris qu'il ne fallait pas revenir pour restaurer l'Empire. Il ne revient pas en empereur. Il a compris que les conquêtes étaient terminées. Il veut donner à la France, dit-il, une monarchie libérale. Donc il est d'accord avec la monarchie constitutionnelle, il ne veut pas restaurer l'Empire. Et on va voir qu'il va publier un avenant à l'Empire pour dire, surtout, je ne reviens pas pour être empereur. Et ça, dans sa communication, ça a été très, très important. C'est ce qui a fait que le peuple français l'a accepté. Alors à Paris, évidemment, c'est la panique, parce que le 5 mars,
Louis XVIII apprend, donc il débarque le 1er mars à Golfe-Juan. Il faut quand même 4-5 jours pour qu'à Paris, ils apprennent que Napoléon a débarqué. Et oui, à l'époque, c'était quand même, voilà. Le 5 mars, Louis XVIII apprend que Napoléon a débarqué avec une troupe à Golfe-Juan. Or, que fait Louis XVIII? Bon, ben là encore, il convoque le maréchal Ney. Bon, alors moi, je veux bien. Certes, maréchal Ney, grand militaire, avait fait serment d'allégeance à Louis XVIII. Mais enfin, c'était l'un des plus grands généraux de Napoléon. Il a fait toute la campagne de Russie avec lui. C'est quand même un peu risqué de prendre Ney pour aller contrer Napoléon. Voilà. Alors, on dit que Ney aurait promis au roi de ramener Napoléon dans une cage de fer. Bon, peut-être. Moi, j'ai pas vérifié ses paroles. On donne à Ney la mission d'aller s'opposer à Napoléon avec 6000 hommes qu'il prendra à Besançon dans le 6e corps d'armée. Bon, très bien. Donc, Ney quitte Paris. Ney, on le voit là. Et Ney, en fait, il me rappelle beaucoup Murat. C'est un militaire. Ney a été absolument héroïque dans la campagne de Russie à plusieurs épreuves. C'est l'homme de la Bérésina. Hein. Il a vraiment été. Il a couvert la retraite de la Bérésina de manière remarquable. Il n'a pas été blessé, c'est un miracle. Il a eu le surnom de brave des braves. Et ça a continué d'ailleurs dans la campagne de France. Donc Ney est un militaire fougueux. Il ressemble beaucoup à Murat au niveau du caractère, courageux. Il aime rien de plus que partir à l'assaut. C'est un cavalier aussi, donc on va voir qu'à Waterloo, la charge de cavalerie va être importante. Donc Ney, c'est un militaire qui aime l'attaque. Ça veut dire qu'il a peu de tête et beaucoup d'estomac, comme dirait Nougaro. Euh, euh, Devant Louis XVIII, il dit oui, moi je vous ramènerai l'empereur, et puis après devant Napoléon, ben, il va tomber dans les bras. Voilà, parce qu'il en fait scène, quoi. Mais se rend compte euh, quand il arrive à Lons-le-Saunier, donc vous voyez, il va prendre ses hommes à Besançon et puis il descend à Lons-le-Saunier. Il se rend compte de l'enthousiasme populaire. Il dit, mais putain, mais Napoléon, c'est comme avant, quoi. Il est toujours autant populaire. Et lui-même est gagné par cette popularité. Et quand il est sur le point de rencontrer Napoléon, il est déjà totalement acquis à la cause du ralliement. Et les deux hommes se rejoignent le 17 mars à Auxerre. Alors là, ils se sont pas encore vus. Napoléon est dans une auberge. Et Ney, qui est censé venir avec 6000 hommes pour l'arrêter, part seul, à pied. Il rentre dans l'auberge et on dit à Napoléon, sire, c'est Charles de Flahault qui raconte l'anecdote, le maréchal Ney souhaite vous voir. Alors Napoléon se lève et il lui dit embrassez-moi, je suis content de vous revoir. Les deux hommes s'étreignent, des larmes dans les yeux. Bon, ce sont les grandes retrouvailles entre Ney et Napoléon. Et Ney immédiatement prend le commandement de la troupe qui escorte Napoléon. Voilà. Ney revient à ses origines. Il sera fusillé pour ça. Hein. Donc, il prend ses responsabilités. Oui, Ney et Murat seront fusillés. Voilà. Oui, voilà. Ney se retrouve à nouveau à la tête de l'armée napoléonienne. Alors, que se passe-t-il à Paris? Ben, Louis XVIII va quitter les Tuileries 24 ans après, le 20 juin, en direction de Lille et franchit la frontière belge à Gand. Parce que Louis XVIII était déjà parti la veille de la fuite de Louis XVI à Varennes. La veille, donc le 20 juin, Louis XVIII était parti avec sa femme en Belgique. Mais lui, il avait réussi à se sauver. Louis XVI va rater son coup. Là-dessus, Napoléon rentre dans Paris, accueilli par une foule enthousiaste. Alors après les Lyonnais, c'est les Parisiens, vive l'empereur. Il est porté en triomphe. Ouais, tout ça, parce que là, c'est communicatif. Hein. Voilà, ça grossit. Il s'installe au Tuileries pour reprendre les rênes de l'État. Donc la monarchie s'est effondrée comme un château de cartes sans qu'un seul coup de feu soit tiré. Depuis Golfe-Juan, il n'y a pas eu un seul coup de feu. C'est l'enthousiasme populaire qui a amené Napoléon jusqu'à Paris. C'est quand même assez... Ouais, il faut le préciser. Alors, Napoléon est quand même conscient qu'il doit absolument expliquer aux Français qu'il ne vient pas comme nouvel empereur. Il charge un homme, et là c'est très étonnant, Benjamin Constant, qui était à l'origine un opposant à Napoléon. Benjamin Constant était l'ami de Germaine de Staël, qui était la fille de Necker. Necker, le grand ministre de Louis XVI, qui avait essayé de sauver la France de la banqueroute et qui n'a pas été écouté ni par Louis XVI ni par Marie-Antoinette. Bon, ça c'est 1788-89, et même avant. Benjamin Constant est un intellectuel de haut niveau, hein, polyglotte. Là, vous avez une petite biographie. Il accepte, bien que républicain, de travailler pour Napoléon et de rédiger sa nouvelle constitution libérale.
Il en avait déjà rédigé une, mais qui était idéale. Et Napoléon donc s'adresse à lui pour dire, eh bien, faites-moi donc un acte additionnel aux constitutions de l'Empire pour montrer aux Français que je ne viens pas en empereur. Et donc c'est ce que fait Benjamin Constant. C'est un homme qui va rayonner sous la Restauration après. Et donc, c'est le nouveau Cambacérès, en quelque sorte, de Napoléon. Il va rédiger sa nouvelle constitution. Cette nouvelle constitution, voulue par Benjamin Constant, enfin, écrite par Benjamin Constant, illustre la nouvelle stratégie de politique de Napoléon. Et il vient avec 4 priorités. D'abord, il veut assurer la souveraineté nationale face à l'étranger. Ça, c'est très actuel comme problématique, hein, c'est la souveraineté nationale. Là, il est déjà là-dedans. Il veut instaurer un régime constitutionnel et non pas impérial pour rassurer l'opinion publique. Ça, il a compris que c'était maintenant la nouvelle norme. Il veut isoler diplomatiquement les Bourbons et veut se poser à la place des Bourbons comme plus légitimes, parce que son ennemi, c'est les Bourbons, évidemment. Et il veut imposer ce choix à ses ennemis européens par une nouvelle bataille. Napoléon a bien compris qu'ils ne l'accepteront pas. Donc il pense déjà à une bataille en disant je vais imposer ce choix, mais je vais leur dire je reste en France. Voilà. Je vais livrer une bataille pour qu'on me laisse. Le peuple français m'a accepté comme légitime. Il reste maintenant à convaincre les forces étrangères, les puissances étrangères. Donc je vais livrer une bataille que je vais gagner et ils vont me laisser tranquille. Voilà à peu près son. Waterloo, c'est pas l'envie de reconquérir l'Europe. Waterloo, c'est une guerre défensive pour qu'on le laisse reprendre la tête de la France en tant que monarchie constitutionnelle. Il est dans une optique totalement différente de l'Empire. Quelque part, c'est pas l'empereur qui revient, quoi. Et s'il n'est plus empereur, alors il est quoi? Alors il... Alors, il continue de parler d'empire, Ouais, mais c'est un empire réduit à la France et peut-être à ses colonies d'outre-mer. Mais c'est pas l'empire européen. Pour l'instant, il continue à parler d'empire. On verra que le terme empire est maintenu, tu vois, parce qu'il parle de acte additionnel aux constitutions de l'empire. Donc, il renonce pas à la notion d'empire, ouais, mais territorialement, il reste en France. d'accord. Voilà. Et donc là, ce que j'ai encadré, c'est la phrase importante. Napoléon, qui sait que le peuple français lui est acquis, envisage une nouvelle victoire militaire pour se faire accepter par les puissances européennes comme futur souverain français dans une monarchie constitutionnelle. Et c'est la signification politique de la bataille de Waterloo. C'est pour ça qu'il livre bataille. Alors, que se passe-t-il à Vienne pendant ce temps-là? Bien entendu, ils sont pas d'accord. Alors là, Talleyrand est affolé parce que tout ce que fait Napoléon, c'est la faillite de Talleyrand. Lui, il avait fait tout le contraire. Il voit s'effondrer son initiative diplomatique et Talleyrand demande à Metternich de rédiger un texte qui déclarerait Napoléon hors la loi. Ah, c'est marrant parce que c'est presque l'origine de ce qu'on a appelé plus tard, ou le tribunal de Nuremberg, ou la Cour européenne, la Cour pénale internationale. C'est l'idée chez Talleyrand que si les puissances respectables se mettent d'accord, on peut déclarer un souverain hors la loi. Pour l'instant, c'est symbolique, c'est pas encore un tribunal, mais ça va devenir plus tard avec le temps une démarche juridique. De déclarer, le procès de Nuremberg, c'est à peu près ce qui s'est passé, quoi. Les Alliés ont déclaré hors la loi les criminels nazis et les ont condamnés. Talleyrand est vraiment là le premier ennemi de Napoléon. Il dit il demande à Metternich de rédiger une déclaration et donc Metternich écrira Napoléon Bonaparte s'est placé hors des relations civiles et sociales. C'est donc là ce qu'on appelait à l'époque de la Grèce antique l'ostracisme. Vous connaissez l'origine de l'ostracisme? Le nom, ça vient des huîtres, ostréiculture. Parce que alors je crois que c'est la Grèce antique. Quand on voulait dénoncer un tyran, on donnait son nom et on gravait le nom du tyran sur une coquille d'huître. Et donc, s'il était avéré que le tyran ou le dictateur faisait ce que le peuple dénonçait, il était ostracisé parce que son nom avait été écrit sur une coquille d'huître. Et donc là, c'est un petit peu ce qui se passe en disant que Napoléon est placé hors des relations civiles et sociales, on l'ostracise, on le met hors de la communauté, hein, et donc on le livre à la vindicte publique comme ennemi perturbateur du repos du monde. Là, on est dans une échelle universelle.
les 7 principales puissances européennes adoptent cette déclaration qui va devenir la norme contre Napoléon au niveau Europe. En même temps, le 22 avril, l'acte additionnel de Benjamin Constant est établi et déclaré, et Napoléon va vouloir le déclarer d'une manière très solennelle. Il va organiser une sorte de grande fête nationale où il va utiliser encore le Champ de Mars pour faire alors, ce qu'il appelle la fête de l'Empire, mais qui va être la nouvelle déclaration écrite par Benjamin Constant qu'il va déclarer au peuple. Il reconnaît, alors quand même c'est des choses importantes, il instaure une monarchie constitutionnelle, il instaure la séparation des pouvoirs, ce que le consulat avait fait le contraire, hein. Séparation des pouvoirs, une responsabilité ministérielle vis-à-vis du Parlement, c'est-à-dire il accepte que le Parlement dénonce les ministres, c'est très important ça, parce que si on considère que les ministres s'imposent au Parlement, il n'y a plus de régime parlementaire, c'est une dictature. Donc là, il revient à l'instauration d'un régime parlementaire et il garantit les libertés publiques. Joseph Fouché, jugé indispensable par Napoléon, est reconduit au ministère de la Police. Donc Napoléon comprend que Fouché reste indispensable. Et il se présente comme le nouveau souverain apaisé, libéral, donc qui va lui-même assumer le destin constitutionnel de la France. Il organise pour ça une fête, la fête de l'Empire au Champ de Mars, et il va prêter serment devant la foule. Vous allez voir la photo tout à l'heure, je vous l'ai mise ici. Ce qui est surprenant à ce moment-là, c'est que Napoléon fait tout le contraire de ce qu'il a fait dans le consulat. Dans le consulat, il avait tué la République depuis le 18 Brumaire, hein, qui est le 18 Brumaire, c'est l'acte fondateur du consulat, c'est la fin du directoire, le début du consulat. Au nom de l'efficacité, parce que le directoire n'arrivait pas à gérer la France, donc il a aboli la République pour créer un autre régime qui était le consulat. Là, il fait le contraire, avec les 100 jours, il ressuscite la liberté au nom de la survie du régime. Donc en fait, il fait le contraire de ce qu'il a fait quand il était consul. Il fait la marche inverse. C'est intéressant de le remarquer. Mais il est trop tard. Parce que d'abord, les libéraux restent méfiants, les royalistes continuent de haïr l'empereur, et le peuple, même quand il l'acclame, même quand il crie vive l'empereur, on voit quand même que le peuple est surtout passif. Et enfin, les alliés refuseront absolument de reconnaître une légitimité à Napoléon. Donc ça va quand même mal se passer. Voilà le serment qu'il prête au Champ de Mars donc le 1er juin 1815. Ils ont construit cette estrade, donc Napoléon est devant, là il prête serment, hein, il fait un discours, et il y a le peuple autour hein, qui écoute. Voilà, là on voit un tableau un peu plus... Bon, je sais pas quand ça a été fait, là c'est pareil, on a du mal à trouver les références exactes. Donc tout le monde prête serment à l'acte additionnel rédigé par Benjamin Constant. C'est le serment que Napoléon donne en gage pour restaurer la Constitution en France et donc pas revenir à l'Empire. Mais Napoléon sent que l'enthousiasme n'est pas au rendez-vous. Il sent que le peuple est fatigué et il le dit à Fouché. Il dit à Fouché, ce n'est pas un peuple heureux parce qu'il sent qu'il n'y a pas la folie qu'il avait vécue précédemment. Ce n'est même pas un peuple mécontent, c'est un peuple indifférent. Napoléon sent que ça va pas être facile. La septième coalition va se constituer et on va revenir à la guerre qui va être la bataille de Waterloo. On va faire la pause maintenant parce que je pense que ça a été assez long là et on reprendra tout à l'heure.